Bonjour à tous, donc on est sur la chaîne Archiprof, on est aux dernières heures de 2020, mais pour le coup on va quand même prendre le temps un petit peu de philosopher, ça fait longtemps et je vous prie de m'en excuser. Donc comme vous pouvez le voir, en fait je ne suis pas chez moi et c'est pour des raisons personnelles assez compliquées que je n'ai pu jusqu'alors m'honorer de mon apprentissage et partage en philosophie. Mais voilà, je suis de retour. Et pour le coup, je ne suis pas seul, puisqu'aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Emma. Salut Emma. Bonjour. Bon, et j'avouerai en plus que c'est pas simplement pour dire au revoir à 2020 que je fais cette séance exceptionnelle, mais c'est vraiment pour aider Emma qui, pour le coup, a un petit devoir à rendre pour la rentrée. Et du coup, m'a demandé un petit coup de main pour débrouiller un petit peu ce texte obscur de Bergson. Donc Bergson, pour ainsi dire, c'est quelqu'un qui va essayer de pousser plus loin la réflexion philosophique en s'appuyant sur ses considérations nouvelles quant au devenir, quant à la dialectique, quant au mouvement en général. Bon. On va voir ça dans le détail du texte. Emma, est-ce que tu as une petite question, une petite remarque pour démarrer? Non. Bon, très bien. Et bien alors, sans plus attendre, on y va pour rentrer dans le texte. Je fais les choses à l'envers. J'ai même pas précisé que effectivement aujourd'hui nous travaillions sur la notion de devoir. Et pour le coup, c'est assez original d'avoir comme texte le devoir de Bergson, pardon, puisqu'en effet, c'est Kant le principal philosophe du devoir. Alors, Emma, est-ce que tu souhaites prendre la lecture du texte ou est-ce que je m'y colle? Comme vous voulez. En général, quand un élève dit ça, ça veut dire que c'est moi qui m'y colle. Bah, si vous voulez, je peux le lire, il n'y a pas de souci. Bon, alors je démarre, tu fais à moitié, hein, je te solliciterai à la moitié. C'est la société qui trace à l'individu le programme de son existence quotidienne. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux mille soins de la vie journalière, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou même rester chez soi, sans obéir à des prescriptions et se plier à des obligations. Un choix s'impose à tout instant. Nous optons naturellement pour ce qui est conforme à la règle. C'est à peine si nous en avons conscience. Nous ne faisons aucun effort. Une route a été tracée par la société, nous la trouvons ouverte devant nous et nous la suivons. Il faudrait plus d'initiative pour prendre à travers champs. Le devoir, ainsi entendu, s'accomplit presque automatiquement. Et l'obéissance au devoir, si l'on s'en tenait au cas le plus fréquent, se définirait un laisser-aller ou un abandon. D'où vient donc que cette obéissance apparaît au contraire comme un état de tension, et le devoir lui-même comme une chose raide et dure. Emma, si tu le veux Oui, bien. pardon. C'est évidemment que des cas se présentent où l'obéissance implique un effort sur soi-même. Ces cas sont exceptionnels, mais on les remarque parce qu'une conscience intense les accompagne, comme il arrive pour toute hésitation. À vrai dire, la conscience est cette hésitation même. Si naturellement, en effet, qu'on fasse son devoir, on peut rencontrer en soi de la résistance, il est utile de s'y attendre, et de ne pas prendre pour accordé qu'il soit facile de rester bon époux, bon citoyen, travailleur consciencieux, enfin honnête homme. Il y a d'ailleurs une forte part de vérité dans cette opinion, car s'il est relativement aisé de se maintenir dans le cadre social, encore a-t-il fallu s'y insérer, et l'insertion exige un effort. En un certain sens, il serait faux, et dans tous les sens, il serait dangereux, de dire que le devoir peut s'accomplir automatiquement. Érigeons donc en maxime pratique que l'obéissance au devoir est une résistance à soi-même. Très bien, très bien, je te remercie Emma. Alors donc, du coup, je vais quand même en profiter. Tout à l'heure, tu as dit qu'il s'agissait d'un texte des deux sources de la morale et de la religion. Est-ce que tu sais quand est-ce que ce texte a été publié? En 1932, Oui, parfait. Donc, on est vers la fin, disons, du cheminement philosophique de Bergson. Et pour le coup, on a un ouvrage où Bergson, justement, s'interroge sur, comme il le dit, les origines de la morale, de la religion, de la culture en général, et quel est le principe qui préside à l'évolution
de ces phénomènes culturels. Bon, voilà. Alors, on pourra à la fin, peut-être en conclusion, détailler d'ailleurs quelles sont les deux sources. Mais dans l'immédiat, on va faire nos petits réflexes méthodologiques. Emma, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire en premier pour le commentaire de texte de philo? Souligner les mots importants. Non, pas les mots importants, tu vas trop vite. Lire plusieurs fois le texte. Non, on l'a déjà fait. On considère qu'on l'a fait, ça. Ok. Une fois qu'on a lu le texte, une fois qu'on commence un petit peu à le comprendre, mais sans rentrer dans le détail, que doit-on faire immédiatement? C'est le double TH. Pas du tout. Tu sais pas? Non. Ah, tu n'es pas une habituée de la chaîne, c'est thème et thèse. Ah, Ça te dit rien, thème et thèse? non. Alors ça, il faut que tu t'en souviennes parce que pour le coup, c'est la base de la méthodologie du commentaire de texte. Avant même de rentrer dans le détail du texte, avant même d'entamer le découpage du texte, il faut définir le thème et la thèse. Le thème, c'est donc globalement de quoi parle le texte. La thèse, quel est le positionnement de l'auteur sur ce sujet. Donc, de quoi ça parle globalement? Du devoir. Enfin, de Oui. l'obéissance au devoir. Oui, très bien. On ne va pas s'enquiquiner, on va prendre la notion de l'année. Le devoir et la thèse, qu'est-ce qu'on dit, Bergson, du devoir? Il dit que on est soumis au devoir à cause de la société en particulier. Mhm. Donc, je vais mettre le sujet. Allez, je vais mettre l'individu, puisqu'après tout, il démarre là-dessus dans sa première phrase. L'individu est soumis au devoir. Tu m'as dit en raison de la société, est-ce que tu veux un peu préciser? Et en partie à cause de la société. Enfin, en fait, on suit les règles de la société. Mhm. Le devoir est toujours lié à la société? Oui. Oui. C'était une question piège, qui est une émanation de la société. On parle là-dessus, je t'avouerai, Emma, qu'il y a aussi d'autres aspects qui manquent peut-être dans la thèse. Donc, maintenant, on a le thème, on a la thèse, on sait globalement de quoi parle le sujet, de texte, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve les deux parties. Comment tu sais que c'est deux parties? Non, Alors, ouais, ben, en fait, c'est le découpage. C'est le oui, voilà. découpage. Bon, alors tu me dis deux parties, moi je veux bien, hein. Dis-moi lesquelles. Je donne les lignes. Non, non, t'as qu'à m'indiquer la fin de la première grande partie, la dernière phrase ou les derniers mots. Raide et dur. Toi, tu ferais ça? Pourquoi? Un petit peu avant. C'est-à-dire un petit peu avant où? Jusqu'à où un abandon. Oui, oui. Pourquoi il vaut mieux couper ici? Parce que c'est à partir de là qu'on arrête dans la première partie de parler de la société. Alors, on va partir là-dessus, effectivement. On va mettre. Est-ce qu'on va nommer cette première partie devoir? Est-ce qu'on va mettre le devoir dans le titre de cette première partie? Non. Je sais pas, ça dépend, hein, c'est à toi de me dire. Qu'est-ce que tu donnerais comme titre? Je sais pas du tout là. Ah. De quoi parle grosso modo cette première grande partie? De la société. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle en dit de la société? Que c'est elle qui trace la route, on va dire, comme il dit. Mhm. Ça prend quelle forme, le fait de tracer la route de l'individu? Je sais Ben, du côté de l'individu, tu as le terme qui apparaît pas. L'individualisme. vers la fin. C'est pas l'individualisme, non. L'individu éprouve ces règles de la société sur le mode de quoi? Sur le mode de vie. Oui, oui, c'est son mode de vie qui est adapté aux règles de la société. Mais lui, il a l'impression de faire quoi? D'obéir.
d'être un robot, on va dire. Ah, il s'en rend compte? Non, il le fait sans s'en rendre compte. Ça, Et, c'est l'automatisme. pardon? C'est l'automatisme. Oui, il y a une forme d'automatisme. Ben ça, écoute, ça me semble pas mal quand même. On va mettre l'automatisme comme... Mais il manque encore une idée forte, hein. Nous, notre thème, c'est lequel? Le devoir. Mhm. L'automatisme comme forme du devoir. En gros, dans cette première grande partie, on est en train d'aborder la question du devoir en le liant à celui de la société, à celle de la société et à celle de l'individu, d'accord? Mais du coup, on le décrit comment? Le devoir comme une forme d'automatisme. Ok? Dans la seconde partie, par contre, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Il se contredit un peu. Enfin, on va pas dire contredire, mais Si, on peut le dire, si. il se contredit et dit totalement le contraire que bah, l'être humain, enfin, il éprouve une sorte de résistance à cette obligation qu'on lui impose. Enfin, La résistance, alors la résistance ne sera pas la forme du devoir, mais par contre, la résistance, c'est, disons, la manifestation du devoir. D'accord? L'automatisme d'un côté, tout semble aller parfaitement normalement, sans même qu'on y réfléchisse. De l'autre côté, la résistance. Et pourtant, on voit que le devoir provoque une résistance. On voit que le devoir n'est pas automatique. Bon. La contradiction, elle est flagrante entre le fait que le devoir paraît automatique dans la première partie et au contraire ne paraît plus automatique mais provoque une résistance dans la seconde partie. On va voir pourquoi il en est ainsi. Très bien Emma, très bien. Ben écoute, est-ce que tu souhaites qu'on recoupe à l'intérieur de ces grandes parties? pour faire des sous-parties, Ouais. oui, Alors la première sous-partie, tu la ferais courir jusqu'où? conforme à la règle Mmh. ou obligation. Ici? Écoute, oui, ça m'a l'air bien. La seconde sous-partie, tu veux faire 3 ou 2? Je sais pas si on peut en faire 3 ici. Écoute, je pense, mais par contre, c'est pas la seconde sous-partie que je couperai en deux. La première, Ouais. Où est-ce qu'on pourrait la couper, la première? elle s'arrête bien à obligation. Ah, d'accord. J'avais pas entendu, excuse-moi. Ok. Donc, comment tu les intitules? Pour les intituler, je sais pas, mais la première sous-partie, elle parle de la vie quotidienne de l'individu. Marqué par quoi? Pardon? La vie quotidienne est marquée par quoi? Par, par ce qu'il fait tous les jours, par des obligations. Moi, je veux le concept puisqu'on parle du devoir. Donc, on va partir très simple. On va titrer ça l'obligation. D'accord? La seconde partie, elle est centrée sur quelle notion qui n'apparaît pas telle quelle dans le texte? La conscience, La conscience, elle est un peu plus loin. Ici, c'est autre chose. l'automatisme, Il y a un automatisme. Allez, d'accord. D'accord. On pourra expliciter tout à l'heure le concept en question. Et la dernière partie, quelle est la notion nouvelle de cette troisième sous-partie? ça veut dire quoi prendre à travers champ? Alors, prendre à travers champ, ici, c'est une image. Ça veut dire qu'on ne suit pas le chemin établi. On est en train de couper par le champ plutôt que de suivre la route. Là, je vois pas. Regarde bien les termes du texte. Il y a un nouveau terme très important. La conscience,
Oui, qu'est-ce qui te... Hein? Je croyais l'avoir dit déjà. Tu l'as dit pour la seconde sous-partie, je te jure, hein, j'ai l'enregistrement. Alors, ben on continue, on continue. Qu'est-ce que tu me dis pour le découpage de la troisième, de la deuxième grande partie, pardon. Pour la renommer? Enfin, pour la nommer? Pour découper déjà, on va découper avant de nommer. Moi, je couperai après hésitation même. Et voyons voir, du coup, si tu coupes ici, tu couperais où ensuite? Après, Ouais. effort, Après quoi? Effort? Ici? oui. Bah oui. Bah oui, oui, a priori, hein, s'il y a une coupe, c'est peut-être que effectivement il y a une séparation à faire, hein, c'est tout. Bon, ça nous arrange. Alors, le A, comment on pourrait l'intituler? L'hésitation. L'hésitation, allons-y là-dessus. On va rajouter la difficile hésitation. Ok. Parce qu'il y a une idée de souffrance, de peine, de dureté. Le B. Il vient de poser l'idée que le devoir était un automatisme. Dans la première sous-partie du grand 2, il explique qu'en fait, on a aussi une forme de devoir qui est fondée sur l'hésitation, la résistance. Et du coup, qu'est-ce qu'il va interroger dans le B? Bah, pour être dans la norme, je sais pas. Bah, là, il a un problème, Emma. C'est quoi son problème à ce stade de la réflexion? Il dit qu'on peut rencontrer de la résistance, Bah oui, alors que tout à l'heure, il avait dit quoi? qu'on suivait les règles sans réfléchir. Oui, très bien. Donc là, on a quoi d'un point de vue logique? Tout à l'heure, tu me l'as dit. Une contradiction. Bon, eh ben, du coup, il va faire quoi dans cette sous-partie, si tu regardes bien? Il va montrer que bah, on s'insère et que, enfin, que ça demande un effort, une sorte d'effort. Oui, et ça lui permet de mettre quoi en avant sur cette théorie, cette thèse qui consiste à dire que le devoir provoque une résistance? Je sais pas. Regarde la phrase. Lis-moi la phrase où il parle de l'insertion dans le cadre social. Il y a d'ailleurs une forte part de vérité dans cette réponse. Voilà, stop. Il est en train de dire quoi? Et c'est vrai. Et si tu remontes maintenant, remonte à la phrase précédente. Ok. Il est utile de s'y attendre. Stop. Là, il dit quoi? Il dit que bah on devait s'en douter. Ah, il dit on devait s'en douter? Dis-moi les mots exactement. Il est utile de s'y attendre. Est-ce qu'il dit on devait s'en douter? Non, mais enfin, c'est important de savoir quoi. Il dit pas que c'est important de savoir, hein. Il dit que c'est quoi? Est-ce que tu peux me reformuler cette idée? C'est important. C'est utile et qu'il faut le savoir. Il faut. C'est bien. C'est une bonne chose de le savoir. Donc là, il vient de réfléchir sur la thèse qui consiste à dire que le devoir provoque une résistance, et il va affirmer que c'est utile, c'est bon à savoir, et qu'en plus, il y a une part de vérité. C'est pas non plus 100% faux. Puisque lui, tout à l'heure, il avait dit que le devoir, c'était un automatisme. Donc, a priori, il devrait dire qu'une théorie qui assimile le devoir à cette idée de résistance et de tension est fausse. Mais non, il va dire que ça a une part de vérité, de toute façon, c'est utile. Ça apporte quelque chose de bon. Ok, très bien. Bon, alors donc, il vient de dire que c'était utile et que ça avait une part de vérité. Donc, comment on peut intituler cette sous-partie? La vérité. La vérité, telle quelle? Non. La vérité malgré. Enfin, je sais pas. La vérité malgré quoi? Essaie. La vérité malgré l'automatisme.
Alors, ça serait la vérité de l'hésitation malgré l'automatisme. C'est ça? Bah alors, regarde, je vais pas mettre la vérité parce qu'on a dit l'utilité. L'utilité, il faut pas la confondre avec la vérité. Donc, je vais mettre la valeur de la thèse de l'hésitation. Bon, c'est pas très élégant, mais vous comprenez l'idée. La valeur de la thèse de l'hésitation est, pour préciser, au-delà de l'automatisme. Voilà. D'accord? Cette valeur est double. Il y a une utilité d'ordre moral et il y a une part de vérité qui n'est qu'une part de vérité, qui n'est pas une vérité plane et entière. Et enfin, le petit c, tout simplement. La maxime pratique. Oui, très bien. On ne se prend pas la tête. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce désir de conclure sur une maxime pratique. Pourquoi? Parce que la maxime pratique, Emma, ça vient d'où? Ça vient d'une personne. Oui, une personne qui est un philosophe. Kant. Kant. Donc, c'est parti, on y va. On va faire point par point, Emma. Alors, juste petit topo, la méthodologie du commentaire de texte, en quoi ça consiste un commentaire de texte? Vous n'êtes pas là pour parler figure de style, ça c'était le délire en français l'année dernière. Là, vous êtes là pour rendre compte du raisonnement de l'auteur, c'est-à-dire que vous devez expliciter l'enchaînement logique des différents arguments. Vous devez éventuellement rajouter des petits exemples pour bien préciser l'argument de l'auteur. Et éventuellement, mais ne le faites pas systématiquement, bien au contraire, vous pouvez aussi un petit peu discuter ou interroger les limites de l'argument énoncé par l'auteur. Mais là, c'est une prise de position, je ne vous invite pas à le faire systématiquement une fois encore. Même ici, là où il y a une contradiction flagrante, il faut bien prendre conscience que Bergson lui-même réfléchit à cette contradiction. Donc pas la peine de chercher à baliser et à chercher les limites chez Bergson. Voilà. Qu'est-ce que tu me dis de la première phrase? Là, il utilise le mot programmer pour montrer que on est comme des robots en fait. Très bien. Alors, on est comme des robots. Déjà, va chercher l'essentiel. Tu m'as dit on. Trop vague. Qui est comme un robot? L'individu. Face à qui? Ou à quoi? Très bien. Donc la première chose ici qu'il faut pointer, c'est cette dualité. Cette dualité, elle va parcourir tout le texte. C'est-à-dire qu'on va sans arrêt réfléchir à cette espèce de relation entre individu et société. Bien sûr, on aura remarqué que ce sont deux formes d'opposés. L'individu singulier, la société collective, plurielle. D'accord? Et comme tu l'as dit, Emma, entre les deux, qu'est-ce qui se joue? Le programme. Le programme qui renvoie à cette idée de robotique. Donc toi, tu penses ça par rapport au programme informatique, j'imagine? Oui, Emma, 1932, est-ce qu'il y a des programmes informatiques? Je pense pas, non. Qu'est-ce que c'est un programme à l'époque? Où est-ce qu'on trouve des programmes à l'époque? Dans les machines à écrire. À l'écriture. Ah non, les machines à écrire, elles sont mécaniques. Non, non, en dehors de l'informatique, où est-ce qu'on peut trouver un programme? Je sais pas. Une programmation. Tu vois pas? Non. Par exemple, quand tu veux te renseigner sur ce qui passe à la télévision, tu vas consulter quoi? Le journal. Ouais, enfin, ça a un autre nom. C'est quel nom? La presse. Le programme télé. Ah. Le programme télé, à la base, c'est simplement un écrit qui précise qu'est-ce qui est programmé. C'est tout. Et à l'origine, donc ça vient du grec, programma. Littéralement, c'est ce qui est écrit et qui anticipe sur l'avenir, avec le préfixe pro, qu'on retrouve par exemple dans prophétie ou prolepse. Bon, ce pas les exemples les plus courants, mais quoi qu'il en soit, donc c'est l'écrit qui nous renvoie vers l'avenir. Donc, cette opposition de l'individu et de la société, elle recoupe quelle autre opposition? L'existence. L'existence, ça, c'est dans quel
temporalité? L'existence actuelle. Actuelle, actualité, immédiateté de notre existence quotidienne. Donc on est plongé dans nos activités au quotidien, au présent. Et le programme, par contre, lui, il renvoie à quelle dimension temporelle? Le passé. Non, le futur. Le futur, hein, puisque c'est ce qui va en avant. Donc tu vois, on a une espèce de relation étrange où l'individu qui vit au présent, en fait, a comme été programmé dans l'avenir par la société. Et il y a une sorte de discordance. Hein. La discordance de ce qui est collectif et de ce qui est individuel, bien sûr, mais aussi la discordance de ce qui est programmé, de ce qui a une régularité dans le futur et de ce qui est censé être individuel, intime, dans le présent de l'existence quotidienne. D'accord ? Ok. Donc voilà, alors là je mets mes petites notes, hein. Évidemment vous pouvez faire pause sur YouTube, c'est ça qui est important, et du coup comme tu l'as dit Emma, en te référant au sens moderne de programme, on a cette idée de réduction, c'est-à-dire que la liberté, le comportement, la richesse de l'existence individuelle se retrouve comme réduite à ce programme de la société. Tu m'avais parlé de robots, c'est exactement ça, on dirait que l'individu perd sa dignité, perd sa liberté. D'accord ? Oui. Donc, à ce stade, vous pouvez déjà interroger, est-ce que c'est ça dont parle Bergson? Est-ce qu'il s'agit de nier la liberté individuelle? Alors, j'en profite du coup. Si on nie la liberté individuelle, ça veut dire que l'individu, il fonctionne d'après quel principe philosophique clé, Emma? Le déterminisme. Ouais, le déterminisme. Est-ce que tu te souviens? Parce que je sais que tu sais. Qu'est-ce que c'est le déterminisme, Emma? Euh, je ne saurais pas donner une définition directe, mais en gros, c'est ce qui détermine la personne. Mais est-ce qu'il n'y a pas un domaine du savoir qui est spécialement affecté à l'étude et au questionnement sur le déterminisme? La causalité. La causalité, oui, la causalité scientifique. Donc, je sais, je sais plus pourquoi je te posais cette question. Mais du coup, tu vois, quand on parle de déterminisme, on parle de causalité. Et par définition, on a tendance à penser que la causalité est ce à quoi échappe le sujet humain, puisque le sujet humain est doté d'une liberté. D'accord ? Oui. Donc ça, tu te souviens de cette opposition fondamentale entre la liberté et le déterminisme, qui est une opposition centrée sur le concept de libre arbitre. Ok ? Oui. Donc on y va pour la suite. On ne peut vivre en famille, exercer sa profession, vaquer aux mille soins de la vie journalière, faire ses emplettes, se promener dans la rue ou même rester chez soi, sans obéir à des prescriptions et se plier à des obligations. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus ? Alors là, il y a une énumération de faits quotidiens, enfin des actions qu'on fait tous les jours. Très bien. Et il dit que quoi qu'on fasse, on sera obligé d'obéir à des prescriptions ou des obligations. Très bien. Alors, quoi qu'on fasse, on sera obligé. Est-ce que tu peux me préciser des termes qui montrent qu'on est obligé quoi qu'on fasse? Les termes de la phrase. Même le fait de rester chez soi, par exemple. Alors c'est vrai que c'est une sorte de gradation puisque ce qui est censé être le plus personnel, le plus intime, est encore soumis à des prescriptions et des obligations qui sont d'origine sociale, c'est-à-dire qui sont liées à la société. Mais ce n'est pas ça, les petits termes qu'emploie Bergson pour dire qu'on n'y échappe pas. Regarde bien. À pouvoir. Oui, pourquoi c'est important pouvoir? Parce que si on ne peut pas, c'est pas possible. Bah, tu vois, c'est lui qui montre cette idée de nécessité. C'est-à-dire que puisqu'on a le modal qui est nié, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est là, c'est dans ces mots-là que tu trouves l'idée de nécessité, d'accord? D'accord. On a l'idée de nécessité. Si on regarde un peu les exemples, donc tu m'as dit ça c'est intime, très bien. Les autres, vivre en famille, c'est caractérisé par quoi cet exemple? La vie familiale, Oui, mais c'est de quel ordre? sentimentale. Oui, très bien, c'est quelque chose d'intime, de sentimental.
exercer sa profession, là, on a affaire à quoi? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans cet exemple? La vie professionnelle. Mhm. Mais du coup, qu'est-ce que tu m'en dis? Pourquoi ça appartient entièrement à l'individu? Bah, parce que il a une profession à lui-même, enfin, qui est que pour lui, quoi, Et qui est fondé sur quoi? sur son choix. Oui, comment on appelle ça à votre âge à votre L'orientation. l'orientation, oui, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est son intérêt personnel. Donc, on retrouve cette dimension du personnel. Vaquer aux mille soins de la vie journalière, là, quel est le mot à aller piocher pour insister et accentuer cette idée de personnel, de propre, ce qui nous est propre? Soin. Oui, soin, c'est l'idée de souci. Donc, c'est ce dont on se préoccupe. Donc là, il faut insister là-dessus. Faire ses emplettes. Qu'est-ce que tu me dis de faire ses emplettes? Faire ses courses. Ouais, mais qu'est-ce qui nous intéresse, nous? euh, Bah, qu'on est obligé d'aller faire ses courses pour pouvoir se nourrir et donc vivre. Ah, c'est pas cette obligation-là qui intéresse Bergson. C'est pas du tout cette obligation. C'est pas le fait que si on va pas faire les courses, on va mourir. Qu'est-ce qui intéresse Bergson? Comment tu pourrais reformuler l'exemple de Bergson? Acheter, enfin, dépenser. Mais en quoi on est soumis à des obligations lorsqu'on va acheter? Je sais pas. Tu vois pas du coup les exemples de Bergson? Qu'est-ce qu'il veut dire? Non. En quoi, au moment où on se promène dans la rue, on est soumis à des obligations? Parce qu'on peut pas se permettre de faire des choses interdites et illégales. Oui, par exemple, mais dans le fait même de se promener sans faire autre chose que se promener, en quoi on reste encore soumis à des obligations? Mais si on fait autre chose que se promener, on sera pas soumis à des obligations. Tu veux dire si on ne fait rien d'autre que se promener? Bah, c'est nous qui l'avons choisi, quoi. Ah, t'es sûr? Oui, Quand tu te promènes où? dehors, Décris-moi un peu le lieu. au sein de la société. Au sein de la société, c'est abstrait, Emma. Non, non, donne-moi du concret, hein. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a devant toi. Euh, Bah, une rue, je sais pas, Une rue, très bien. Tu marches où au niveau de la rue? sur le trottoir. Pourquoi tu marches sur le trottoir et pas sur la route? Parce que sur la route, il y a des voitures, je veux pas me faire écraser. Voilà, c'est une obligation. Tu fais que te promener, hein, t'es d'accord? C'est une obligation. Oui. Maintenant, à quelle heure tu te promènes? Bah, maintenant, avec le couvre-feu, enfin, Oui. après 18h et 20h, quoi. Bon, imaginons qu'on ne soit pas en cette période. Tu te promènerais plutôt à quelle heure? On a la journée parce qu'il fait jour. Oui, mais qu'est-ce qui t'a amené à considérer qu'il vaut mieux se promener dans la journée plutôt que dans la nuit? Parce que la nuit, on voit pas trop. Et puis, ça fait un peu peur. Il n'y a pas de lampadaire là où t'es? Si, mais Qu'est-ce qui te fait je- peur? Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait de se promener dans la nuit dehors? bah, il y a personne. Bah, pourquoi t'aurais peur s'il n'y a personne alors? Bah, je sais pas. Est-ce que t'aurais peur parce que tu sais que il peut y avoir des gens louches, des gens dangereux, etc. Oui, voilà. Qui t'a appris ça? À l'école. La société. Obligation. Enfin, obligation, tu vois que là, c'est pas un mal, hein, c'est une bonne chose. Mais tu vois que c'est la société qui t'a amené à considérer qu'on ne se promène pas la nuit. De même que c'est la société qui t'amène à considérer que lorsqu'on se promène, on marche sur le trottoir et non pas sur la route. T'es d'accord? Oui, je l'avais pas vu dans ce sens-là, c'est pour ça. Ouais, je me rendais pas compte en fait, mais c'est vrai qu'il faut expliciter ce sens. Faire ses emplettes, c'est pas simplement aller faire les courses. Faire ses emplettes, c'est pourquoi toi, Emma, tu vas acheter ce produit plutôt que ce produit.
Pourquoi? Parce que peut-être la marque t'a influencé grâce à son marketing et ses publicités. Et donc, tu es conditionné. Mais ce fonctionnement du marketing, qu'est-ce que c'est? C'est la société. Qu'est-ce qui fait que lorsque je vais au Monoprix, par exemple, gros exemple de citadin urbain, je vais payer à des caisses. Pourquoi je ne prends pas mes affaires et direct je file sans payer? Parce que la société m'a dit que je devais payer ce que je prends. Tous les petits comportements, en fait, c'est des automatismes, si bien que je n'y pense même pas. Pourquoi je vais me promener habillé? Je pourrais aller dehors. Imaginons, j'ai pris une douche, je suis bien, ben allez hop, je sors, je vais sur la route, je vais sentir l'air frais sur ma peau. Non, la société m'a appris à mettre des vêtements avant de sortir. Tu vois? Ok. Et donc Oui. tout ça, en fait, c'est un conditionnement qui est tellement épais, qui est tellement lourd sur la personnalité, sur ton raisonnement, qu'en fait, tu n'y penses même plus. C'est ça dont parle Bergson. C'est pas le fait que lorsqu'on choisit une profession, on va devoir du coup avoir un devoir professionnel. Non, c'est au moment où je choisis une profession, je réfléchis en fonction de préceptes, de maximes, de principes que m'a appris la société. Par exemple, ta profession, tu vas pas prendre une profession qui rapporte rien, tu vas pas prendre une profession qui est promise au chômage, tu vas pas prendre une profession qui t'amène à t'exposer à un risque. Tu vas prendre une profession qui te permet de t'épanouir. Mais les principes d'épanouissement, en fait, c'est ceux que t'a dicté la société. Ok. Et donc, tu es toujours dans une forme d'obligation. Voilà. Bon, du coup, il faut bien expliciter ça et il faut le mettre en contraste avec cette idée de rapport à soi, à son intimité, à sa personne. Si vous regardez, vous avez des réflexifs. Donc, se promener, c'est un réflexif. Ça veut dire littéralement promener soi-même. Rentrer chez soi, c'est donc... rester chez soi, c'est rester chez soi-même. On est toujours centré sur l'individu, replié sur lui-même. Mais en fait, on se rend compte qu'alors même que l'individu se replie sur soi, il se replie avec toutes les obligations que lui a enseignées la société. D'accord? Donc on a toujours cette espèce de dualité entre ce qui m'est individuel, mais ce qui est du coup constitué par les préceptes, les principes et les obligations de la société. Je le répète. D'accord? Oui. Bon, ça te paraît clair maintenant? Oui, c'est mieux là. Alors, donc je mets tout ça. N'oubliez pas, vous pouvez faire pause sur YouTube. Et du coup, on a cette idée de soumission. Tu vois, j'ai mis par exemple, j'avais explicité avec le respect du code de la route pour les piétons. C'est vrai qu'on oublie, mais en fait, on n'a pas passé le code de la route nécessairement pour se promener, mais on le respecte. On le respecte parce que, comme tu l'as dit, Emma, on ne veut pas se faire écraser. D'accord? Et puis bon, j'ai rajouté le confinement sur le fait de rester chez soi. Voilà. Alors, on y va pour la suite. Qu'est-ce que tu me dis sur l'automatisme, Emma? L'automatisme, Oh, ouais. quand on agit sans réfléchir, c'est devenu comme normal, on va dire. Et la chose, on l'a fait sans trop réfléchir. Très bien. Alors, on l'a fait sans trop réfléchir, mais dans cette phrase, il y a quelque chose d'important. On nous dit un choix s'impose à tout instant. Emma, est-ce qu'on a affaire à du déterminisme? Oui, Parce qu'en fait, la société décide pour nous? un peu, oui, mais pas tout. Ah, bah, je voudrais que tu m'expliques alors. Qu'est-ce qui montre qu'on n'a pas affaire à un déterminisme? Si je formule ça comme ça, qu'est-ce qui montre que c'est pas un déterminisme? On est quand même responsable de nos choix. Ah, donc c'est le mot. Quel est le mot qui nous intéresse? Le choix, Est-ce qu'une pierre que on lâche en l'air, est-ce qu'une pierre a le choix de monter ou descendre? non, elle va forcément descendre. Maintenant, toi qui te promènes dans la rue, est-ce que tu as le choix de marcher sur le trottoir ou sur la route? Non, on est obligé de marcher sur le trottoir. Mais est-ce que c'est de la même manière que la pierre? Mais la pierre, c'est nous qui l'avons lancée. Oui, je suis d'accord, mais la pierre, du coup, est-ce qu'elle a le choix de monter? Non, Est-ce que tu peux prendre le choix de marcher sur la route? oui,
Donc, quelle est la différence? C'est que nous, on a le choix, enfin, on peut choisir, alors que la pierre, elle sera obligée. La pierre, c'est du déterminisme. Donc, est-ce que, en l'occurrence, on a affaire à un déterminisme? Non. Non, non, non. C'est pas la même chose, en fait. Nous, on a le choix. Avec le choix, quel est le concept qu'il faut solliciter, Emma? C'est qu'on... il y a le bon choix et le mauvais choix. Je suis d'accord, mais il y a autre chose. Si on a le choix, à la base, c'est qu'on a quoi? Contrairement à la Plusieurs pierre. propositions. Une quoi? Enfin, plusieurs propositions On a plusieurs possibilités, mais donc ça, c'est voilà, la manifestation de quoi en l'homme? de, de ces actes. Je suis d'accord, c'est des possibilités d'action, mais le déterminisme, ça s'oppose à quelle notion de philosophie? Notion essentielle? L'automatisme. Ah non, 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 non. Le déterminisme ne s'oppose pas à Ah, le l'automatisme. libre arbitre. Ouais, alors on va pas chercher le libre arbitre, qui est une notion un peu trop religieuse, on dira plus généralement La liberté. la liberté, voilà. Donc ici, Emma, très important dans cette phrase, tu dois interpréter le choix pour en tirer, en extraire le concept de liberté. D'accord? Ok. C'est vraiment essentiel parce que là, jusqu'alors, on pouvait s'interroger, se demander est-ce que Bergson est en train de parler d'un déterminisme? À ce moment-là, il rétablit, il remet les compteurs à zéro, il rétablit la vérité, il dit attention, hein, il y a une forme de détermination de l'individu par la société, mais cette détermination n'est pas une négation de la liberté. Pourquoi? Parce que le choix s'impose. C'est juste que nous optons naturellement pour la règle. Ça ne veut pas dire que nous sommes déterminés par la société. Ça veut dire que nous avons une tendance naturelle à aller en direction de la règle. Ok. Voilà, tu vois la nuance? Oui, j'ai vu, merci. Très bien. Alors, naturellement maintenant, est-ce que tu peux me parler naturellement? Je voudrais que tu me parles de ça. Et, c'est un adverbe qui dit que bah, on est poussé vers la normalité, enfin qu'on n'est pas en fait, enfin, notre conscience nous amène à choisir le bon choix, quoi. Le bon choix qui correspond à quoi dans cette phrase? La morale. La morale, oui. Enfin, c'est pas forcément. Tu vois, le code de la route, c'est pas forcément moral, hein, mais c'est la règle. La règle qui trouve son origine dans quelle notion qu'on a vu plus haut? Qui énonce les règles? La société. Oui. Mais dans naturellement, il y a quand même une autre origine étymologique. Naturellement, ça renvoie à quoi, Emma? La nature. Euh, Est-ce que là, on n'aurait pas un petit élément de commentaire parce que c'est quand même. Ça te fait penser à quoi cette idée de nature? L'homme qui, par le fait de sa nature, agit conformément à la règle. Ça peut faire penser à quoi d'autre qui est naturel, pour ainsi dire? euh, Au corps. Le corps est naturel, mais il y a autre chose. Est-ce que l'animal, il est doué de liberté? Pas forcément, parfois non, à cause de l'homme. Ah oui, tu veux dire que l'homme le contraint. Oui, c'est juste. Mais est-ce que l'animal a le choix de ses actions? S'il est libre, s'il est à l'état sauvage, est-ce qu'il a le choix de ses Oui. actions? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui diminue ou amoindrit la liberté et les choix des animaux? L'environnement. Non, autre chose. Enfin, c'est pas, c'est un peu lié. Quel est le moteur du comportement animal? Le cerveau. Ah, le cerveau chez l'animal est développé comme chez l'homme? Non. Lui, il fonctionne sur la base de quoi? L'instinct naturel. Ah, l'instinct naturel. L'instinct naturel, est-ce que c'est une forme de liberté? Oui, en quelque sorte. Ah bon? Bah oui, parce que enfin, s'il réfléchit avant d'agir. Mais l'instinct ne lui permet pas de réfléchir par définition, puisqu'il laisse parler l'instinct. Non, alors. Oui, oui, hein, souviens-toi de ça. Euh, le meilleur exemple, c'est l'exemple de Bergson d'ailleurs pour l'instinct naturel. Il prendra la fourmi et les sociétés de fourmis. Ce qui l'intéresse, c'est que justement, c'est une forme d'instinct qui permet de constituer des sociétés. Mais dans le cas de l'instinct,
et de l'instinct animal en général, est-ce qu'on a affaire à de la détermination ou est-ce qu'on a affaire à du déterminisme? Détermination? C'est-à-dire qu'il y a une forme de liberté? Non, pas trop. Qu'est-ce qui, chez les fourmis, montre qu'elles n'ont pas de liberté et elles n'ont pas le choix de faire ce qu'elles font? Sinon, elles meurent. Non, il y a autre chose. Elles sont écrasées, je sais pas, Par qui? par l'homme. Mais attends, Emma, pourquoi tu veux que l'homme se... pourquoi l'homme va punir les fourmis qui font pas leur travail? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai assez d'une vie, je vais pas aller espionner les fourmis pour savoir si tout le monde se comporte bien. Non, non, oublie l'homme, mets-le de côté, tu penses à la fourmilière toute seule. Pas Pourquoi? pour sa famille. Pour sa Enfin, si elle famille. en a. Non, franchement, je sais pas. Est-ce que dans une fourmilière, il y a différents types de fourmis? Je sais pas, moi. Ah, tu sais pas? Il y a différents types de fourmis. Par exemple, il y a la reine, t'es d'accord? Oui. La Non, je reine... savais pas. Ah, tu connais pas les reines de fourmis? Non? Bah, dans une fourmilière, il y a une reine, c'est-à-dire que c'est la fourmi qui pond tous les œufs de fourmis. Il n'y en a qu'une seule. Et les autres s'occupent en fait d'alimenter et de féconder la reine. Et du Ah, coup, il y ok. a différents types de fourmis. Il y a les ouvrières qui vont aller chercher de la nourriture, mais il y a aussi les soldates. Et les soldats sont là pour protéger les ouvrières. Et notamment pour aller conquérir des territoires, etc., etc. Tu sais pas tout ça? Non, je le savais pas. Ah bon, ben tu sauras qu'en fait, les fourmis, elles n'ont pas le même corps. C'est-à-dire qu'il y a des fourmis qui naissent pour être ouvrières, elles ont un corps qui permet de saisir des objets et de courir vite. Et il y a des fourmis qui naissent pour être soldates, elles ont des pinces plus fortes et du coup, elles sont meilleures au combat. Et bien sûr, la reine, elle a un corps qui est fait pour la ponte. C'est-à-dire qu'au niveau même de leur corps, au niveau de leur morphologie, les fourmis ne vont pas avoir les mêmes possibilités d'action parce que elles sont déjà déterminées par quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct. Leur fonction au sein de la fourmilière est déterminée par leur morphologie. Ah, ok. Donc là, c'est du Ok. pur déterminisme. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Nous, on a une tendance naturelle, mais cette tendance naturelle, justement, ce n'est pas le déterminisme de l'instinct animal. Ok. Voilà. Donc ici, il faut commenter ce petit mot de naturellement, hein. Nous, on est toujours dans l'idée de liberté avec cette idée de choix, donc il faudra bien aller le cibler. Et du coup, il y a cette espèce de discordance entre l'idée de programme et l'idée d'instant présent. Le choix, il est au présent, à tout instant, et en même temps, le programme signifie que il y a une forme de prévision, de prévisibilité de nos actions humaines. Ok? Ok. Oui. Alors, je rajoute ça sur la question de naturel. Donc, ici, vous notez bien, ce n'est pas un déterminisme. Excusez-moi, je viens de copier-coller la même chose. Alors, la question du naturel, c'est assez long en fait, hein. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ce qui est très important, c'est le programme, la détermination du programme. Ce n'est pas simplement une négation de la liberté humaine et inversement, l'indétermination du choix, c'est-à-dire notre liberté, ce n'est pas non plus une négation de la nécessité de l'obligation. C'est-à-dire qu'on est absolument soumis à l'obligation, mais cette soumission, ce n'est pas un déterminisme. D'accord? L'obligation, ce n'est pas une forme d'instinct. Notre soumission aux préceptes de la société n'est pas caractérisée par ce déterminisme naturel de l'instinct. Il faut chercher quelque chose d'intermédiaire et c'est tout le travail justement de ce texte et de la réflexion de Bergson. D'accord? Ok. Tout ça te paraît clair, Emma? Oui, oui, un peu plus clair, oui. Bon, alors attends, parce qu'il y a un petit fait qui est assez massu, je ne vais pas le louper.
Ici, je vous ai mis les deux sens de naturel, du coup, l'instinctif biologique, et puis en fait naturel au sens habituel. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est naturel d'agir ainsi ou ainsi. Il est naturel, par exemple, de respecter le code de la route lorsqu'on se promène sur une route. Bon. Et c'est ça qui justifie qu'on ait des variations culturelles entre les sociétés. Puisque, bien sûr, il n'y a pas d'instinct. Ce n'est pas une nature liée à l'instinct de l'homme. C'est quelque chose qui va pouvoir varier en fonction des cultures. Ok ? Oui. Alors, Emma, il faut maintenant qu'on fasse un petit point conceptuel. Ça ne sera pas forcément la peine de l'introduire dans le commentaire, mais je préfère le faire parce que ça permettra de comprendre des choses. Chez Bergson, il ne faut pas considérer qu'on a des opposés. Chez Bergson, je t'ai parlé de la société des fourmis et des sociétés humaines. Il ne faut pas considérer que ce sont deux opposés, pour ainsi dire, incompatibles. Bergson, en fait, quand il désigne deux choses, à savoir l'instinct animal naturel et la soumission sociale naturelle, il n'est pas en train de les opposer, il signifie que ce sont deux attitudes extrêmes qui trouvent leur origine dans une même chose, à savoir la vie biologique. D'accord ? Oui. Et donc, il y a deux formes de vie chez Bergson, très important. Il y a deux tendances du vivant chez Bergson. La première tendance, c'est celle liée donc aux sociétés de fourmis, à savoir un instinct qui est un pur déterminisme et qui est fondé donc sur une nécessité causale. C'est-à-dire que la soldate va aller se battre, l'ouvrière va aller chercher des grains en vertu de la nécessité causale de leur corps. Ok ? Nous, on va avoir un modèle, une forme de vie qui est fondée sur la liberté. C'est-à-dire, comme l'explique Bergson, en fait, nous développons des habitudes qui vont varier au fil du temps. Qu'est-ce qui permet à ces habitudes de varier ? C'est notre intelligence qui trouve son origine dans notre liberté. C'est-à-dire que, par exemple, devant un problème, nous allons pouvoir utiliser notre intelligence pour définir différentes possibilités de résolution du problème. Et par là même, nous sommes dans une liberté puisque nous avons le choix de choisir entre telle ou telle possibilité. Voilà pourquoi nous ne sommes pas entièrement déterminés avec une nécessité causale, mais nous définissons des habitudes qui, dans un second temps, vont pour ainsi dire nous déterminer. C'est là où on retrouve le programme de la société. Donc, il y a une nécessité de premier ordre. La nécessité de premier ordre, c'est la nécessité causale de la science. C'est la nécessité qui fait qu'une fourmi ouvrière naît avec le corps d'une fourmi ouvrière. Et une nécessité de second ordre, qui cette fois-ci est une nécessité typiquement humaine fondée sur la liberté, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de choisir telle ou telle obligation, mais par contre, il est nécessaire que nous ayons des habitudes, des obligations, et donc une tendance naturelle. D'accord ? Il y a une nécessité d'avoir globalement des obligations, mais une liberté d'avoir telle obligation plutôt que telle autre. J'insiste là-dessus. Voilà le tour de passe-passe. Voilà comment on retrouve une forme de nécessité qui, je le répète, n'est pas une nécessité naturelle et causale, mais qui est une nécessité de second ordre et qui du coup va permettre de fixer et rendre régulières les obligations de la société. Et notre cerveau est fait comme ça. Alors là, j'avais donné un petit exemple. C'est-à-dire que notre cerveau est fait de manière à ce que nous assimilions et que nous acquérions des habitudes et que du coup nous puissions agir dans la vie quotidienne sans réfléchir à toutes les obligations que nous avons assimilées. Typiquement, Emma, tu ne réfléchis même pas quand tu marches sur le trottoir. Tu vois ? Parce que ton cerveau est construit selon une nécessité pour acquérir cette habitude et ne plus y penser. D'accord ? Alors, je vous ai donné l'exemple précis des neurones miroirs. Ça, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur le plan social. Est-ce que tu sais ce que sont des neurones miroirs, Emma ? Non. En fait, tu vois, tu as appris sans t'en rendre compte, à sourire aux plaisanteries d'autrui,
à réagir, à montrer de l'inquiétude ou de la colère ou de la joie en fonction des interactions sociales avec autrui. Cet apprentissage-là n'est pas un apprentissage conscient. C'est pas tes parents qui t'ont dit Emma, il faut que tu souris quand je raconte une blague. En fait, c'est tes neurones miroirs qui t'ont amené à percevoir chez autrui certaines attitudes pour les imiter naturellement sans t'en rendre compte. Si bien que quand quelqu'un t'a raconté une blague en souriant, eh ben, tu as assimilé le fait qu'il fallait sourire quand quelqu'un raconte une blague. C'est le propre des neurones miroirs. C'est un apprentissage, pour ainsi dire, inconscient qui montre comment nous assimilons des habitudes de manière nécessaire sans même nous en rendre compte. Et c'est là la nécessité de second ordre propre à Bergson et à cet apprentissage de la société. Ok. Voilà. Bon, là, c'était pour élucider. Au pire, vous faites le petit pause sur les textes. Nous, on continue. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Emma, sur la suite? C'est là que Bergson nous fait comprendre que on réfléchit pas forcément avant d'agir ou de choisir, mais que comme la société nous a, entre guillemets, imposé sans qu'on s'en rende compte non plus, que on doit faire ceci ou cela. Oui, ce qui est important ici, donc comme on l'a bien mis, c'est le concept de conscience. Alors attention, est-ce que c'est une inconscience totale, Emma? Non, Qu'est-ce qui nous le montre? Les mots qui nous montrent que on n'est pas tout à fait inconscient non plus. parce que on sait ce qu'on fait. Moi, je veux les mots du texte, hein. Ah, euh, les initiatives. Non, non, on remonte. On est encore ici, hein. Tu vois le texte, t'as un retour? Les efforts, oui. Hmm. Les efforts. Euh, Là, ça nous dit qu'il n'y a pas d'effort, hein. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a? Conscience. Dis-moi les termes qui montrent qu'il y a un peu de conscience. À peine si nous en avons conscience. Voilà, voilà, voilà. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit un peu plus haut que chez Bergson, il n'y a pas d'opposition imperméable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer l'instinctif et l'habituel. En fait, il y a des degrés. Et ben, c'est exactement pareil pour la conscience et l'inconscience. C'est pas deux opposés. C'est pas soit on est conscient, soit on est inconscient. Il y a des degrés qui vont de l'inconscience jusqu'à la conscience. Et là, vous voyez, on a un degré de conscience qui, pour ainsi dire, est mineur, puisque c'est à peine une conscience. Mais ça reste une conscience, attention. Mais c'est à peine une conscience. D'accord? Et c'est pour ça donc qu'il reformule en parlant d'effort, c'est-à-dire que c'est une conscience minime qui ne coûte pas un effort réflexif. On n'a pas besoin de se concentrer pour marcher sur le trottoir plutôt que sur la route lorsqu'on se promène. J'ai pas besoin de me concentrer pour me diriger vers les caisses au moment où je sors du supermarché. Je ne réfléchis pas. C'est aussi devenu une sorte d'habitude, non? C'est l'habitude, c'est exactement ça. C'est le degré minime de conscience qui est spécialement affecté à ces comportements habituels. C'est comme ça d'ailleurs que vous apprenez à jouer à des jeux ou bien du sport, etc. Vous assimilez des habitudes, si bien que vous n'avez plus besoin de vous concentrer quand vous avez eu cet apprentissage au fil des jours. La première fois que tu as nagé, par exemple, tu as dû te concentrer sur chacun de tes mouvements, ça peut être pénible, mais au bout de cet apprentissage, tu n'as même plus besoin de réfléchir, ton corps agit tout seul. Oui. Voilà. C'est ce dont parle Bergson, c'est l'habitude. Et cette habitude, en fait, elle répond aux obligations de la société. Ce que nous assimilons au travers de l'habitude, c'est les obligations de la société. C'est la société qui t'a dit comment jouer au foot, ou c'est la société qui t'a amené à bien faire les mouvements de la nage. Parce que, par exemple, on te l'a appris. Voilà. Okay. Donc, on distingue bien l'instinct naturel lié à la nécessité causale et biologique de l'immédiateté de l'habitude, qui est un réflexe sans réflexion. C'est ma petite formule, elle est élégante, donc je vous la recommande. Voilà.
Très bien. Et puis je vous rappelle que chez Bergson, on procède par degrés. Ce n'est pas simplement conscient et inconscient, c'est des nuances qui vont de l'inconscient jusqu'au conscient. Alors, que me dis-tu sur cette petite métaphore, Emma? Du coup, il nous dit que c'est la société qui a créé une route et du coup, nous, on réfléchit plus trop avant de choisir ce qu'on doit faire ou pas. Mhm. Et du coup, voilà, pour changer de route, on va dire, il faudrait prendre plus d'initiatives. Et même, pour changer de route, plus exactement même, ça consisterait en quoi prendre à travers champs? Euh, Changer de route, Plus fort que changer de route, parce que c'est pas une seconde route qui se présente à nous, c'est quoi en fait? c'est un autre chemin. Oui, c'est ça, c'est créer une nouvelle route. Mais naturellement, il y a déjà une route qui est présente, donc je vais pas aller réinventer la route, hein. J'emprunte la route. Ça, est-ce qu'on le trouve pas justement dans un promenade, Emma? Si, À quel moment, par exemple? quand on a une impasse, on va dire. Ah, tu veux dire tu rebrousses chemin? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à sauter des barrières, mais même, tu sais, quand tu te promènes dans la nature vierge, enfin dans la nature plus ou moins vierge, dans une forêt par exemple, tu vas avoir tendance à te mettre à l'endroit où des gens ont pu marcher. Il y a une espèce pardon, d'instinct qui consiste à emprunter le chemin qui a déjà plus ou moins été tracé par d'autres. D'accord? Oui. Donc voilà, c'est un peu cette image qu'il faut avoir en tête. Alors juste, je veux vous montrer quelque chose. A été tracé, c'est quel temps, Emma? Euh, du passé, Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? parce que comme elle a déjà été tracée, maintenant on n'a plus qu'à la suivre, quoi. C'est le passé. Toutes les obligations, c'est dehors du passé, c'est la tradition. Par exemple, Emma, tout à l'heure, tu parlais de marcher sur le trottoir. Pourquoi c'est du passé? Pourquoi il y a un lien au passé? Parce que le trottoir, il a été fait dans le passé. Il a été fait dans le passé, et même l'invention du trottoir, ça date du passé. Et le code de la route, il a été inventé à votre naissance, a priori. Tu vois? En Bah, fait, toutes ces tendances-là, même la nage, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, c'est une méthode qui a été inventée dans le passé. Ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire ah, je suis en train d'inventer quelque chose de nouveau, venez faire comme moi. Non, c'est du crawl, tout le monde sait comment ça marche. C'est du passé. Ça, c'est la dimension passée de la tradition. La tradition, elle nous est toujours antérieure par définition. D'accord? oui. Voilà, et du coup, on va avoir l'évidence du choix, donc on retrouve dans cette idée d'ouverture. Nous la trouvons ouverte, donc c'est comme une évidence de l'emprunter puisqu'elle est ouverte, et donc l'obéissance avec le mot suivre, nous la suivons. Vous notez bien que suivre, donc c'est polysémique, c'est-à-dire que dans suivre, on a l'idée de se soumettre, qu'on retrouve dans, par exemple, le terme suiveur. C'est un suiveur. C'est quelqu'un qui, naturellement, se subordonne à autrui et limite. D'accord? Oui. Et puis, je prends le mouvement transgressif, qui va à travers, d'où cette image de à travers champ. Ok? Ok. Entre les deux, juste une petite nuance, Emma, très important, il faudrait plus d'initiative. Tu remarques ici la différence, c'est quoi? C'est le plus. Le plus, c'est le quantitatif, c'est-à-dire que c'est un degré en plus. Donc vous vous souvenez bien que chez Bergson, on n'a pas des oppositions fortes, on a des degrés, et il y a comme un seuil à partir duquel on tombe dans une transgression parce qu'on s'est mis à réfléchir. Et donc on n'a pas été simplement dans la passivité. Ok? Donc voilà comment on est passé de la liberté et du déterminisme à l'idée de la passivité et de l'activité. On met de côté cette opposition liberté-déterminisme et on réfléchit en termes de passivité, une conscience faible, et activité, une conscience active qui réfléchit. Alors, la suite, qu'est-ce que tu me dis de la suite? Là, on parle de l'automatisme. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que quand on obéit au devoir, c'est comme une sorte de
qu'on réfléchit pas, quoi. Oui, bon, là, ce qui est très important et ce que je vous invite à faire parce que c'est une vraie expérience de pensée, c'est de réfléchir dans votre quotidien et même au moment présent, à l'instant présent, à toutes ces obligations auxquelles vous vous soumettez. Vous verrez que si le devoir vous paraît être quelque chose d'écrasant pour votre personnalité, en réalité, quasiment toute votre vie quotidienne est constituée par des formes de devoirs, d'impératifs, d'obligations. Donc c'est juste ce que entend ici Bergson, hein. Il explique que la majeure partie de notre devoir au quotidien, elle est pour ainsi dire inconsciente et qu'il faut un petit temps de réflexion pour s'en rendre compte. C'est-à-dire pour s'arracher à cette automaticité et la mettre en lumière dans le cadre d'une réflexion consciente. D'accord ? Ok. Très bien. Et donc ici, j'ai quand même oublié de le préciser, ce qui est important, c'est le devoir. Il a introduit l'idée de devoir, il le redéfinit. Le devoir n'est pas une forme de réflexion, le devoir n'a pas lieu dans l'esprit. Le devoir, au contraire, c'est avant tout une manifestation habituelle et passive qui est plus ou moins consciente et qui est plus proche de l'inconscience que de la conscience. Ça s'oppose à qui, Emma ? À qui? À quel autre philosophe ? Kant ou Descartes? Ah, il faut choisir, Emma. Je dirais Kant. Eh ben, t'as tout bon, Et je vais le montrer en acte avec des mots, mais au préalable, je fais une petite transition. Bien, alors, on va sur la suite. Donc, ça y est, on y est pour la seconde partie. On va démarrer sur ce petit questionnement. Petit questionnement où Emma, que faut-il noter ? Que c'est une question rhétorique? Ah bon ? Ben non, parce qu'il s'y répond juste après. Il répond juste après, mais du coup, la question rhétorique, normalement, on n'apporte pas de réponse. Bah, c'est une question. Il s'interroge lui-même. Oui, parce qu'il y a un problème. Quel est le problème ? Il voit ça. Enfin, il se demande comment ça peut être une sorte de résistance. Et qui nous dit que c'est une résistance ? Pourquoi il pense à cette idée de résistance ? Qu'est-ce qui l'amène à envisager cette possibilité ? Ce qu'on ressent, C'est exact, mais il y a autre chose. Je t'ai parlé de qui à l'instant ? Kant, Oui, eh ben, la tradition philosophique n'envisage pas du tout, mais du tout, le devoir comme une forme de passivité ou d'habitude. La tradition philosophique, c'est Kant, et chez Kant, le devoir, c'est quoi, Emma ? le devoir? Mhm. Est-ce que c'est une passivité, le devoir ? Non. C'est quoi alors ? Une activité? Précise-moi un petit peu. Bah, on obéit, quoi. On obéit à quoi ? Aux règles. Oui, mais ça se passe comment ? Bah, c'est automatique. Ah non, Emma, non, ça c'est Bergson. Là, on est chez Kant. Ok, bah alors là, De quoi on a parlé avant même le démarrage du live ? euh, c'est un impératif. L'impératif catégorique kantien, il s'oppose à quoi, Emma ? Je sais pas à quoi il s'oppose. Tu te souviens pas ? Non. Ah si, je sais plus. Ah, l'hypothétique. Non, non, c'est pas l'impératif hypothétique. Ah ben, tu connais en fait Kant. Non, mais j'ai lu. Mais tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une distinction entre l'esprit et quoi ? Et le corps? Le corps que Kant désigne avec quel terme ? Ah, j'ai oublié. La sensibilité. La sensibilité. En fait, chez Kant, le devoir, c'est la manifestation de cette contrainte
que l'esprit, en l'occurrence la raison, fait subir au corps, qui est désigné chez Kant par la sensibilité. Et donc c'est très important parce que chez Kant et dans la tradition philosophique, le devoir, notion morale, est toujours fondé sur l'idée d'une division du sujet où une partie du sujet spirituel et moral va s'opposer à une autre partie du sujet corporel et égoïste. Et du coup, le devoir, ça se manifeste comment? Par cette tension entre ces deux parts du sujet, une tension qui aboutit à une forme de violence ou de défaite de la sensibilité au bénéfice du devoir, de la moralité et de l'esprit. Ok. Voilà pourquoi il pense à ça. Donc là, je vous fais... Alors à ce stade-là, il faudra un petit peu donner des éléments pour mettre en lien le texte de Bergson avec la doctrine kantienne. Oula, pardon. Et du coup, on retrouve bien cette idée. Vous vous souvenez que la formule de Kant, c'est littéralement que la raison humilie la sensibilité. Humilie, c'est vraiment cette idée de tension, de violence, de brutalité. Et c'est exactement ce dont parle ici Bergson avec les qualificatifs raide et dur et l'idée de tension. D'accord ? Ok. Donc, Mais est-ce que dans un commentaire de texte, on peut oui, s'inspirer des autres auteurs, on va dire? t'as pas le choix. Ici, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, la question, elle est directement posée en lien avec Kant. C'est-à-dire que là, quand il dit apparaît au contraire comme un état de tension, Bergson fait appel à l'expérience qu'on peut tous avoir, hein, de moments où on se sent obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Mais c'est aussi une réponse à l'autre grand philosophe qui avait lui-même défini le devoir, et ce philosophe-là, c'est incontournable, c'est Kant. Donc oui, Emma, pour aborder cette question, pour comprendre pourquoi Bergson prend le temps de poser la question pour répondre explicitement et n'avoir aucun conflit avec la tradition philosophique, il faut se référer à Bergson, ouais. À Kant, pardon. Mais attention, hein, tu ne vas pas détailler Kant. Tu vas juste poser les principes de base, à savoir la dualité, sensibilité-raison, qui aboutit à une forme de conflit et qui fait que le devoir est toujours vécu comme l'humiliation de la sensibilité. Ok. Voilà, c'est tout ce que tu as à dire, tu le bazardes dans 3 phrases, hein, pas plus. Et quoi qu'il en soit, on aboutit à ce paradoxe. Paradoxe, étymologiquement, c'est le fait de s'opposer à l'opinion courante. Et c'est ce que fait Bergson, puisqu'il dit que le devoir, a priori, n'est pas un problème. Au contraire, c'est quelque chose de facile. Mais ce n'est pas du tout ce que nous apprend la tradition philosophique. Et à vrai dire, ce n'est pas ce qu'on aurait tendance à croire au vu de l'expérience quotidienne du devoir. Donc, la réponse de Bergson, qu'est-ce qu'il raconte à partir de là ? C'est qu'il y a différents cas. Et l'obéissance, du coup, on doit, entre guillemets, se surpasser pour pouvoir obéir. Alors, il y a des cas où on va se surpasser, et c'est très exactement le mot parfait. Retenez ça. Se surpasser, ça veut dire se dépasser soi-même, ça veut dire vaincre soi-même. Donc c'est vraiment ça dont parle Kant et du coup dont parle Bergson. Très bien. Il y a des cas, ces cas-là, ils sont caractérisés par quoi? Quelle est leur différence avec les cas vus précédemment de ces obligations passives et à demi conscientes? Ils ressentent une sorte d'hésitation. Et cette hésitation va faire quoi, Emma? Elle aboutit sur quoi? Le doute. Elle nous montre le doute, effectivement. Elle nous montre la division, elle nous montre l'hésitation devant les deux possibilités qui se présentent à nous. Mais du coup, cette hésitation, elle va être constitutive de quoi? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Cette hésitation va être constitutive de quoi? Qu'est-ce qui va apparaître? Parce qu'on n'aura plus envie de faire le même choix. Oui, oui, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui surgit dans la vie de l'individu? De la peur Ah bon? On a peur? On a peur de quoi? de faire le mauvais choix. Donne-moi un exemple concret alors.
J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête. Ah, bah, pourtant c'est simple, c'est la question du devoir. Donne-moi un exemple où tu as éprouvé une tension face à l'idée du devoir. Euh, je sais pas. Ah si, un petit exemple, Emma. Un exemple sur le devoir. Un moment où tu t'es dit, il faut que je fasse ça parce qu'il le faut. Bah, ce devoir, par exemple, Très c'est bien, expliqué dans le texte. très bien. Bon, et du coup, est-ce que tu as éprouvé de la peur? Bah oui, Bah, excuse-moi, t'avais le choix entre quoi et quoi? entre rien et rien, je devais le faire. Voilà, donc t'as pas éprouvé de peur. Bah, la peur d'avoir une mauvaise note, par Ça, exemple. c'est autre chose. C'est pas lié au devoir. Ok. Mais je veux dire, devant le devoir, t'as une hésitation. Tu t'es dit, bon, comment je vais le faire? En gros, t'avais le choix entre ne pas le faire et le faire. T'es d'accord? Oui, Bon, t'as éliminé la possibilité de ne pas le faire. Mais du ouais, coup, tu l'as éprouvé comme une violence, l'obligation de le faire. oui. Donc, c'est pas vraiment de la peur qui apparaît, c'est quoi? Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu t'es dit, bon, il va quand même falloir que je le fasse? Euh, je me suis forcée. Tu t'es forcé? T'as pas fait autre chose, Emma? Bah, je sais pas. Bah si, Emma, qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi, sincèrement, hein. Ouais, c'est de l'aide. Oui, mais ça veut dire que t'as fait quoi du coup? Est-ce que t'es resté là sur ton devoir, tu t'es dit, bon, il faut que je le fasse, t'as commencé à écrire? Ah non, j'ai cherché des impasses, enfin des autres issues. Donc plus généralement, tu as quoi? J'ai cherché des solutions. T'as réfléchi. Ah, T'as réfléchi, et donc qu'est-ce qui surgit à ce moment-là dans ta vie? le doute? Pourquoi le doute? Je sais pas. Non, non, avant le doute, parce que peut-être tu t'es dit, les solutions que j'ai trouvées ne sont pas les bonnes, d'accord. Mais avant le doute, au moment où tu t'es dit, il va falloir que je le fasse, tu cherches des solutions. Au moment où tu cherches des solutions, qu'est-ce qui surgit dans ta vie? Euh, je sais pas. Tu vois pas? Non. Je t'ai dit que tu étais en train de réfléchir, donc qu'est-ce qui surgit? La Si- conscience? Oui, oui, la réflexion de la conscience. Tu vois? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as une action à faire, écrire le devoir. Mais ce devoir, il te paraît problématique parce que tu n'as pas envie de le faire. Donc, ça va interrompre ce processus d'action, c'est-à-dire que tu vas pas pouvoir t'y mettre tout de suite. Et donc, il va y avoir un délai. Et ce délai, qu'est-ce qui va surgir dans le cadre de ce délai? Une réflexion. Tu vas dire comment je peux faire pour le faire sans y mettre trop d'efforts, sans trop souffrir. Et donc ce délai va te permettre d'éprouver ta conscience au travers de cette réflexion en quête de solution. Ok. Tu Ok, vois, je vois. tu vois l'idée? Alors que normalement, si ça avait été un devoir passif comme tout à l'heure, tu aurais agi sans réfléchir. Tu vois? Oui. Imaginons que tu as écrit 1000 dissertations, 1000 commentaires de texte, c'est devenu une habitude, et ben tu n'aurais même pas réfléchi, tu aurais commencé immédiatement à écrire. Tu vois? Ok. Oui. Donc, vu qu'il y a un temps, un arrêt, boum, tu as conscience qui se met à s'activer, qui dit où est-ce que je vais trouver une solution. En l'occurrence, qui vais-je pouvoir solliciter pour obtenir de l'aide. Ok. Et voilà pourquoi on en est là. Voilà pourquoi on est ici et maintenant à disserter sur Bergson. Ce qui est très bien, hein. Je me plains pas, hein. Donc voilà, donc ici, ce qui transparaît, c'est quand c'est arraché de la passivité. La passivité, c'est les actions qui s'enchaînent. Là, il y a un arrêt. Et du coup, on tombe dans l'activité, mais l'activité de quoi? De la conscience. Et c'est ainsi qu'on a des formes de devoirs actifs qui sont caractérisées par ce problème où tout d'un coup, il nous faut réfléchir. Et par conséquent, la conscience va éprouver le devoir comme une résistance, comme une tension qui nous contraint à la réflexion. D'accord? Ok. Oui. Alors, ben, du coup, en fait, on a à peu près commenté toute la suite. Donc, je vais enchaîner. Je veux juste te montrer un petit quelque chose qui est utile pour le commentaire. Donc, ici, si vous regardez bien. Alors, attends, j'ai caché. Emma, juste.
La Oui. tradition, elle dit que le devoir, c'est une tension. Et que cette tension, elle est éprouvée de manière consciente. T'es d'accord? C'est ce que dit la tradition, c'est ce que dit Kant. Oui. Bergson, il nous dit non, en fait, le devoir, dans sa majorité de cas, il est passif, il est plus ou moins inconscient. T'es d'accord? Oui. Pourquoi la tradition s'est trompée? Pourquoi la tradition a commencé à penser que le devoir était conscient, là où Bergson nous montre que non, le devoir est majoritairement plus ou moins inconscient? Pourquoi la tradition a fait cette erreur, Emma, à ton avis? Peut-être parce qu'elle n'a pas pris en compte la société, Alors, je suis d'accord. Elle a pris quoi en compte alors, par opposition à la société? l'individuel, enfin l'individu, L'individu dans quelle dimension? Quel aspect de l'individu? qui pense qu'à soi-même. Qui pense déjà, c'est-à-dire donc c'est quelle dimension de l'individu la pensée? La conscience. Oui, et tu vois le problème, alors ça c'est un problème que vous trouverez sans arrêt en philosophie, le problème c'est que quels sont les outils qu'on a pour observer notre activité de conscience? Je sais pas. La La conscience. ré- Non, Hmm. non, non, justement, on a un problème. C'est-à-dire que pour regarder un état mental, on ne peut que porter notre conscience sur les états de notre conscience. Tu vois, par Ok. exemple, si je m'interroge sur ce qu'est le sentiment moral, eh ben, je vais regarder avec la conscience ce qu'éprouve la conscience lorsqu'elle éprouve un sentiment moral. C'est Ok. c'est ce qu'on appelle la réflexivité et c'est un problème parce que c'est pas une méthode scientifique et c'est même une méthode contradictoire. Parce qu'on voit pas bien comment c'est par exemple ce que Nietzsche a diagnostiqué comme le problème de l'œil qui cherche à se voir lui-même. La conscience cherche à se comprendre elle-même. Ça marche pas. Ça marche pas parce que du coup, qu'est-ce que va saisir la conscience? Elle va saisir tous les états conscients. Mais là, Bergson nous montre, non, attention, on est en train de louper tous les états inconscients. La conscience n'a accès qu'à la conscience et par conséquent, elle manque, elle ne voit pas tous les aspects inconscients, plus ou moins inconscients, du devoir. Et donc, on n'a pas saisi l'entièreté du devoir. Ok. Ça te paraît clair, hein, ça? Oui. Bon, et du coup, pour illustrer ça, je vous ai pris l'exemple de l'iceberg. C'est-à-dire que la conscience, elle voit le dessus de l'eau et donc elle va voir une partie de l'iceberg, mais elle ne voit pas ce qu'il y avait en dessous. Et ce qui était d'un degré inférieur de conscience qui était plus proche de l'inconscient. Et par conséquent, on va manquer une énorme partie, comme pour les icebergs, du phénomène du devoir, et on ne va pas se rendre compte que le devoir est principalement passif et non actif. Que le devoir actif est une exception, mais qui est la plus voyante puisqu'elle est consciente, alors que le devoir passif est la règle, c'est-à-dire ce qui est le plus fréquent, mais qui nécessairement échappe à la conscience puisqu'il est en partie inconscient. Ok? Ok. Et Ok. voilà, et du coup, pour établir la vérité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut regarder les choses un peu de l'extérieur, c'est-à-dire penser notamment à la société, comme tu l'avais dit, Emma. Voilà. Alors juste, je veux détailler un petit quelque chose. Le site de Corneille, je vais donner un exemple. Donc c'est le cas du dilemme moral. Le dilemme moral, et tu devras l'employer dans ton commentaire, Emma, c'est le meilleur exemple justement de cette tension. C'est le moment où on a le choix entre deux possibilités qui sont vraiment opposées. Et en l'occurrence, donc le dilemme qu'on appelle un dilemme cornélien, c'est un dilemme très fort entre l'amour. Donc c'est Roderick qui éprouve de l'amour pour Schumann, mais qui doit en même temps défendre son père qui a été insulté par le père de Schumann, c'est-à-dire potentiellement son beau-père, et donc il va tuer le père de Schumann en dépit de son amour pour Schumann. C'est le Ok. conflit entre l'amour et le devoir. Ok. Voilà, c'était juste un exemple pour illustrer ça. Alors, on continue. Tu me dis, Emma, si tu as des zones d'obscurité ou si tu souhaites marquer un temps de pause. Non, c'est bon. Bon, très bien. On est bientôt à la fin, ne t'inquiète pas. Emma, qu'est-ce que tu me dis pour la suite? Euh, on peut parler de l'utilité, enfin, de savoir le fait que on fasse son devoir naturellement. Mhm.
que du coup, c'est vrai que, qu'il y a une part de conscience, on va dire. Alors, c'est vrai qu'il y a une part de conscience, oui. Là-dessus, bon, je suis entièrement d'accord. Euh, alors, tu es parti immédiatement sur l'utilité. Ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit quelque chose à noter d'abord? La résistance, Oui. Qu'est-ce que dit Bergson sur la résistance? c'est on peut ressentir une sorte de résistance On peut... en nous. Ouais. Je voudrais que tu m'analyses ce on peut. Tu peux me le reformuler? Euh, il est possible, Il est possible. Euh, Toujours ou parfois? parfois, Regarde bien la phrase, hein. qu'on fasse. Ça veut dire que. Ok, ok. Mais ça veut dire que c'est toujours. Oui, si naturellement qu'on fasse, on pourrait reformuler en disant quoi qu'on fasse naturellement son devoir. C'est-à-dire que c'est une concession. C'est-à-dire que dans tous les cas, quand bien même on a l'impression d'être dans l'automatisme le plus parfait, on peut rencontrer de la résistance. La probabilité d'éprouver une résistance, elle n'est jamais nulle. Elle n'est jamais égale à zéro. Il y a toujours une infime probabilité que tout d'un coup ça explose et qu'on dise non, j'ai pas envie de faire ça. Et ma question de l'ordre personnel, est-ce que tu as déjà eu des situations où tout d'un coup tu t'es dit que ce que tu faisais habituellement était totalement stupide et que maintenant tu arrêterais de le faire à tout jamais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, perdre mon temps sur les réseaux, par exemple. Voilà, un beau jour, on est en train de réfléchir à une réponse sur les réseaux et puis on se dit mais qu'est-ce que je perds du temps à écrire n'importe quoi. Enfin, je dis pas que tu écris n'importe quoi, mais en tout cas, on peut avoir une sorte de seuil, de maximum où on se dit c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Et donc tout d'un coup, l'automatisme tombe dans la conscience et on refuse ce genre d'attitude. Et alors j'avais pris un autre exemple, c'était la crise de la quarantaine. Tu sais ce que c'est, Emma? La vieillesse? La crise de la quarantaine, en fait, c'est des adultes, c'est notamment masculin, c'est des adultes qui arrivent à 40 ans, ils ont une bonne position professionnelle, ils ont une famille, et tout d'un coup, sans trop comprendre pourquoi, ils n'ont plus envie de cette vie, qui est une vie assez routinière, hein, puisque c'est la famille, c'est le travail, etc. Ils en ont plus envie et ils ont envie de se réinventer, et ils vont démissionner, ils vont divorcer, et ils vont partir à l'aventure. C'est apparemment un phénomène qui est réel et qui peut aboutir à des espèces de dépression de la part des individus masculins de 40 ans. Ok. Et donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la probabilité de rencontrer une résistance n'est jamais égale à zéro. Il y a toujours un moment où on peut dire non, ça suffit, cette habitude ne me sert à rien, je n'en ai plus envie. Et ça surprend toujours. D'accord? C'est vrai. Oui. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'utilité. Qu'est-ce que tu me dis de l'utilité? Pourquoi c'est utile de se dire que le devoir est quelque chose de conscient, Emma? Pour en prendre conscience, enfin, pour le savoir. Et Et pourquoi c'est utile de le savoir? comme ça, si on nous fait la remarque, on le sait déjà, quoi. Ah oui, c'est juste pour ça. C'est juste pour pas être pris de court par un petit malin qui te dirait ouais, mais c'est juste pour ça. Sinon, je vois pas pourquoi. Il y a autre chose. Si maintenant, Emma, je te dis que le devoir c'est passif, si je te dis de toute façon le devoir c'est automatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est faux parce que c'est pas tout le temps automatique. Déjà, tu as raison, et notamment à quel moment ce n'est pas du tout automatique. Regarde la phrase suivante. Quand on s'insère, enfin, quand on suit pas les règles sociales. Non, 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 regarde. Il y a un mot dans la phrase suivante, celle-ci. Enfin, il faut que tu me précises à quel moment en Ah, particulier. l'opinion, quand on donne notre opinion. Non, 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 attention, hein, parce que là, c'est cette opinion, c'est l'opinion qui veut que le devoir soit conscient. Non, non, à quel moment on aura tendance à ne pas suivre les règles sociales? Regarde bien. Quand on fait un effort. À quel moment on fait Enfin, des efforts?
quand ce qu'on aurait fait pour nous n'est pas la même chose que ce que la société nous oblige de faire. Attention, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il y a écrit. Souviens-toi, ce sont des habitudes, ces obligations, si si on s'y soumet de manière automatique, c'est parce que c'est devenu des habitudes. Mais une habitude, ça suppose quoi, Emma? Ça suppose d'être en accord avec. Non, Enfin, pas nécessairement. Ça suppose d'avoir fait quoi? avoir eu de l'expérience avant, Oui, de l'avoir déjà fait, quoi. oui. Ça suppose qu'on a appris. Ça suppose qu'on s'est habitué. Et donc, ici, quel est le terme important dans cette phrase? Euh, Tu vois pas? Insertion, Oui, l'insertion, ça correspond à quel moment? quand on apprend, Et qui apprend en particulier dans les sociétés humaines? l'humain. Moi, je veux un moment particulier de l'être humain. Euh, Quand tu fais une formation, par exemple, Toi, tu fais une formation? pour avoir mon bac, oui, Est-ce que tous les gens de ton âge font des formations? pas forcément. Il y en a Pardon? qui travaillent. Pas forcément, Si on remonte 10 ans plus tôt, est-ce que tous les gens de cet âge faisaient des formations? je sais pas. Euh, Peut-être pas. à quel âge ils avaient? 17. Toi, tu as 17. Donc à 7 ans, est-ce que tous les êtres humains font des formations à 7 ans? Mais ça dépend, formation, si on voit l'école comme une formation, oui, mais L'école est une formation puisque c'est l'école qui nous confère des habitudes. Quel est l'être humain qui est le plus formé? À quel âge l'être humain est le plus formé? je sais pas, parce que l'école, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui. Donc jusqu'à 16 ans, il apprend. Mhm. Est-ce que un enfant de 10 ans n'apprend qu'à l'école? Non, Il apprend où? au sein de sa famille aussi. Est-ce qu'il y a un moment où il n'est pas en train d'apprendre, l'enfant? Quand il dort, Oui, très bien. Mais du coup, tu vois qu'il apprend sans arrêt. C'est-à-dire, dès qu'il est conscient, il est dans l'apprentissage pour apprendre toutes ces habitudes qui vont lui permettre de se soumettre aux obligations de la société. Et ce moment-là, en fait, c'est le moment de l'insertion. Tu vois, les enfants sont des êtres humains qui ne sont pas encore insérés dans l'ordre social. C'est pour ça qu'ils apprennent, c'est pour ça qu'il y a des écoles, qu'il y a une éducation, qu'il y a des parents qui veillent sur eux, etc., etc. Ensuite, une fois qu'ils ont appris, ils ont ils se sont accaparés des habitudes et à partir de là, oui, il est aisé de se maintenir dans le cadre social puisqu'on a réussi à apprendre les habitudes. Mais avant, ils n'avaient pas encore les habitudes, donc ils sont dans cet effort pour prendre ces habitudes. Ils sont dans cet effort pour s'insérer dans la société. Et donc, c'est là où il y a une part de vérité. Parce qu'en fait, si on regarde les habitudes, elles ne sont pas automatiques, elles ne sont pas innées. On n'est pas né avec des habitudes, on les a apprises et cet apprentissage nécessite un effort et cet effort se joue sur le plan de la conscience. Et nécessairement, l'enfant va avoir une forte intuition du devoir puisqu'au quotidien, il éprouve tous ces apprentissages comme des formes de devoir. Je ne dois pas mettre les coudes sur la table, je dois regarder à droite, à gauche avant de traverser, je ne dois pas dire de gros mots, etc., etc. Nous, on a pris ok. l'habitude, tu vois. J'ai pas besoin d'y réfléchir. Mais l'enfant ou celui qui apprend, par exemple quelqu'un qui passe le code de la route, il est obligé de réfléchir. Et cette réflexion, c'est le devoir, dans cette tension. Apprendre le code de la route, ça nécessite de se forcer. Et Emma, toi qui dois écrire ce commentaire, ça nécessite de se forcer. Donc toi, tu éprouves le devoir dans la violence de cette hésitation consciente. Moi, tu vois, quand je fais le commentaire de ce texte, j'y réfléchis même plus. Enfin, je veux dire, je suis plus dans cette espèce d'épreuve. Parce que moi, j'ai appris, c'est une habitude. Ok, oui. Ok? Bon, mais du coup, on a fait la partie suivante. On remonte vers l'utilité. Pourquoi c'est utile, Emma?
Euh, Par rapport au devoir. Oui, mais quelle est l'utilité de dire que le devoir, c'est un effort conscient? Parce qu'il peut pas être inconscient. Comment ça, il peut pas être inconscient? Qu'est-ce Que, qu'on a vu au début du texte? que c'est devenu automatique. Enfin, Donc, que c'était une habitude. oui, c'est une habitude, plus ou moins consciente, je suis d'accord, mais bon, ça reste de l'ordre du conscient. Enfin, ça reste plus ou moins inconscient, donc c'est pas du pur conscient. Non, il y a autre chose qui fait que c'est utile. Et là, je pense que tu es en train de confondre l'utilité et la vérité, hein. La vérité, on l'a là. La vérité, c'est notamment le fait qu'il faut prendre des habitudes et pour cela les apprendre. Juste pour info, ontogénétique, ça veut dire lié à la formation de l'individu. C'est un mot un petit peu complexe pour quelque chose de simple. Bon, je ne devrais pas dire ça, mais bon. Je suis désolé, il y a plus de couleurs parce que j'ai pas eu le temps de les mettre. Bon. Emma, regarde, je remonte. Dans l'habitude et dans le comportement humain, quelle était la valeur qu'on avait trouvée? Quelle était la spécificité de l'homme par rapport à la fourmi? La liberté. Très bien. Si je dis que le devoir, il est automatique et qu'il est proche de l'inconscient, qu'est-ce que je fais de la liberté? On la retire. Enfin, c'est comme si on n'avait plus, quoi. Oui, donc ça veut dire que des individus vont pouvoir faire quoi? S'ils disent qu'il n'y a pas de liberté, puisque de toute façon, tout est automatique, tout est habitude. Ils obéissent. Ils obéissent, mais ce faisant, ils risquent de faire quoi? Ils risquent de ne plus prendre conscience. Oui, et de ne plus se sentir quoi? Libre. Libre, mais quand on se sent libre, est-ce que parfois il n'y a pas un autre sentiment moral très important? Quand on se dit j'ai choisi cette action, donc maintenant je dois en assumer quoi? Les conséquences. Les conséquences. Et donc vis-à-vis de cette action, j'ai Part de responsabilité. la responsabilité. La responsabilité, c'est-à-dire si tu me dis que le devoir est tout à fait automatique et qu'il n'est qu'une habitude vis-à-vis de la société, je suis en train de te déresponsabiliser. Je suis en train de dire que ta liberté ne compte pour rien, que ta liberté ne fait qu'accompagner des attitudes demi-conscientes et que par conséquent, il n'y a pas lieu de réfléchir sur ta responsabilité en tant que sujet d'action, puisque de toute façon, tout ce que tu fais, c'est te plier à la loi de la société. D'accord? Ok, ok. Imagine maintenant qui pourrait malhonnêtement employer ce genre d'argument. Euh, En- les hommes politiques, je sais pas. Oui, des hommes politiques. Imaginons un Allemand en 1945 qui dirait moi, tout ce que j'ai fait, c'est vivre l'habitude de ce régime nazi. J'ai obéi, mais c'est pas moi, c'est la société qui a le dessus sur moi. Tu vois? Oui. Et donc, ça consiste à dire que de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de développer des formes de conscience par rapport à cette idée de devoir. Bergson dit oh là, non, c'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, il vaut mieux, il est utile, il est bon de considérer que le devoir est quelque chose de conscient. Comme ça, je m'efforce de rester dans la conscience, la réflexion, l'interrogation et de ne pas me plier à des préceptes, des principes que je pourrais regretter plus tard. Donc de ne pas fuir ma responsabilité de sujet de liberté. Ok? Voilà, voilà. Bon, ici j'ai mis des termes un peu compliqués encore. Il y a un changement de perspective concept. Ah mais non, excusez-moi. J'ai copié-collé la mauvaise chose. Oui, quand je dis synchronique, diachronique, synchronique, ça veut dire qu'on considère l'action au moment présent. Donc par exemple le comportement d'un sujet au moment présent, à l'instant T. Diachronique, c'est qu'on considère comment sa personne va évoluer au fil du temps. Donc par exemple, on ne va pas considérer la liberté telle qu'elle, on va considérer comment l'individu acquiert de la liberté, acquiert des habitudes, acquiert de la conscience, de l'intelligence, etc., etc. Voilà. Ok ?
Ok. Alors sur l'énumération, tu noteras, Emma, que c'est toujours en lien avec des formes d'intégration sociale. Le bon époux, il est bien intégré dans sa famille, entre guillemets, avec l'institution du mariage, qui est une institution collective. Le bon citoyen, il est bien intégré aux institutions politiques. Le travailleur consciencieux, il est bien intégré à l'institution du marché, puisque un travailleur, par définition, travaille au sein d'un marché avec des échanges qui sont régulés au niveau collectif. D'accord ? Ok. Donc par honnête homme, c'est pas l'homme gentil, c'est l'homme qui est solidaire du groupe. C'est l'homme qui est en relation permanente avec la société. Ok ? Ok. Voilà, on y est presque, Emma. La conclusion, qu'est-ce que tu me dis sur cette petite maxime pratique ? Euh, la maxime, c'est la formule de règle morale. Oui. Et du coup, pourquoi... Qu'est-ce que tu me dis comme commentaire sur cette conclusion de Bergson ? À la fin, il fait une phrase où il résume, on va dire, Mhm. euh, tous les termes obéissance, devoir et résistance. Mhm. Et il dit que, en fait, il a raison dans tous les sens, dans le fait de dire que c'est un automatisme, mais aussi une résistance à la fois, même si ça peut paraître contradictoire. Mhm. Mais, euh, mais le tout fait que c'est l'obligation, quoi. Voilà, c'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'effectivement, tu vas avoir, si on considère la valeur de vérité, parce que là, on reprend les deux, hein. Il serait faux, c'est la question de la vérité, il serait dangereux, c'est la question de l'utilité et de la valeur morale. Est-ce qu'il est bien de dire que le devoir est conscient ? Donc, du point de vue de la valeur de vérité, si on va aller voir la réciproque, qui consisterait à dire que tout devoir est plutôt de l'ordre de l'inconscient, de l'automatisme, bon, ben déjà c'est faux, parce qu'il y a une partie des devoirs qui se révèlent à la conscience, et puis c'est dangereux, puisque effectivement ça aurait tendance à déresponsabiliser l'individu libre. On l'a déjà vu, hein, donc je pense qu'on peut poursuivre sur la maxime pratique là-dessus. Quel est l'élément de commentaire ? Une question? Oui. Ah. Euh, L'obéissance, Qu'est-ce que tu me dis sur l'obéissance ? mais c'est une résistance. Ah oui, oui, mais ça c'est de la paraphrase. Tu me dis quoi d'autre ? Euh, pour pouvoir obéir. Enfin, parfois, on le fait juste comme ça, mais enfin, on en a conscience, on prend conscience des choses ça, après les avoir fait. ça, je suis d'accord. C'est ce qu'on a vu dans la première sous-partie et qu'on a un peu travaillé, ce sur quoi on a réfléchi dans la seconde sous-partie. Moi, je voudrais plutôt que tu me commandes ça en fait. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur à ce moment-là ? Regarde bien les mots, les temps des verbes. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus ? Je comprends pas, ça veut dire quoi, érigeons? Érigeant, alors justement, en fait, c'est une référence directe au texte de Kant. C'est aussi pour ça qu'il fallait mentionner Kant. Souviens-toi, tout à l'heure, je t'ai énoncé l'impératif catégorique en off. Je t'ai dit que c'était puis-je ériger en la maxime de mon action en loi universelle de la nature. Ériger, c'est littéralement le mot qu'utilise Kant pour dire établir un principe moral. Ériger en maxime pratique, ça veut dire poser comme principe de la moralité la maxime qui consiste à considérer que l'obéissance au devoir est une résistance à soi-même, c'est-à-dire que le devoir se joue sur le plan que le devoir se joue sur le plan de la conscience et de la liberté humaine, et donc de la responsabilité de l'homme. Ok ? Quel est le temps du verbe, érigeant ? Présent? Présent de quoi ? Indicatif, subjonctif, conditionnel, impératif, Le, infinitif. le présent in- indicatif, je sais pas. Ah bon ? Non, conditionnel. Conditionnel ? Où est le sujet ? Il y en a pas, justement. Alors ça peut être qu'un seul mode. Quel est le mode qui n'a pas de sujet ? Impératif, Et l'impératif, ça sert à donner quoi, Emma ?
un ordre. Qu'est-ce qu'il fait l'auteur? Il nous donne un ordre Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui lui prend? pour nous faire réfléchir, Même plus fort que ça. pour nous faire, pour nous faire prendre conscience que on peut, on peut obéir. Enfin, je sais pas. C'est pas une prise de conscience. Une prise de conscience, tu l'énonces par des affirmations. Ça m'amène à prendre conscience. Quand on me donne des ordres, c'est pour faire autre chose. C'est pourquoi? Que ça nous fasse réfléchir. Ah non, non, non. Quand tu donnes des ordres, c'est pas pour faire réfléchir, hein. Au contraire. C'est pourquoi? On obéisse. Oui, oui, c'est pour nous orienter dans la voie d'une certaine forme de moralité. C'est-à-dire que là, Bergson devient un directeur de conscience. C'est-à-dire qu'il est en train de nous inviter à adopter ce comportement. Ok. Il devient un espèce de guide. Il nous dit voilà comment il faut se comporter. Et donc ici, en quoi ça consiste? Il nous dit comportez-vous dans votre vie de telle manière que comportez-vous dans votre vie en considérant que le devoir implique votre conscience, votre liberté et donc votre responsabilité, plutôt que de considérer que le devoir est une question d'habitude et d'assujettissement à la société. Tu vois? Donc là, il est en train de sortir de la réflexion, hein, Emma, très important. Il sort de la réflexion. En gros, il dit, bon, je ne suis pas en train de réfléchir à comment sont les choses pour établir la vérité de ces choses. Je suis en train de réfléchir à comment faut-il se comporter. Et sur un plan moral, je considère qu'il est bon et qu'il faut se comporter de telle manière que cela soit conforme avec cette idée que le devoir est une chose propre à la conscience, propre à la liberté et donc impliquant ma responsabilité. Ok. Voilà. En gros, notez bien qu'on a vraiment un intertexte, c'est-à-dire une référence à un autre texte, une référence en l'occurrence à Critique de la raison pratique, qui est l'œuvre de Kant, où justement Kant cherche des pistes, des préceptes de philosophie pour orienter son comportement moral. Ici, Bergson, qui a discuté la thèse kantienne du devoir, aboutit à la conclusion que même si la thèse kantienne n'est pas tout à fait juste du point de vue de la vérité de la nature humaine, il vaut mieux se régler notre comportement sur cette thèse. Parce que cette thèse renforce, appuie notre liberté, notre esprit de liberté, notre sens des responsabilités. Ok. Emma, est-ce que tout te paraît clair? Oui. Bon, et juste, ça je t'en ai parlé tout à l'heure, mais je le dis pour les abonnés ou les autres, hein. L'entendement et la raison, ce sont les deux concepts majeurs de Kant. L'entendement est tourné vers la connaissance. Il permet de produire des jugements de connaissance. La raison est tournée vers des idées qui permettent de réguler notre action et qui permettent de donner du sens à nos pensées, à nos connaissances et à nos actions. Voilà pourquoi ici on a affaire à une maxime pratique, c'est-à-dire une maxime qui nous permet d'agir dans le monde. Voilà. Maxime, ici, c'est au sens de direction, de directive, de principe. Un principe qui nous dit comment il faut se comporter. Et ben voilà, j'en ai terminé. Emma, alors j'espère que... Je sais que c'est dense. J'ai dit beaucoup de choses. Est-ce que tu vas t'y retrouver? Oui, j'espère. Bon, de toute façon, je sais que face au devoir, tu sais réfléchir. Tu sais activer la conscience, donc je ne me fais pas de soucis pour toi. Pas de questions, pas de doute, pas d'interrogation? Par rapport à la transition, en fait, je sais pas comment on peut, entre guillemets, la formuler parce que, enfin là, la transition, en fait, elle sert. Ah Je si, sais qu'elle si, sert. ici elle est toute simple la transition, regarde. Attends voir. La transition, parce que là pour le coup, les deux parties elles sont massives, hein. On passe de l'idée que le devoir c'est passif à l'interrogation du devoir comme quelque chose de conscient. Quelle va être la transition, Emma? Le devoir vu comme passif.
Est-il finalement conscient? Bah, là, oui, tu vas formuler quelque chose comme parvenu à cette conception d'un devoir considéré comme le fruit d'un apprentissage social qui permet de créer des habitudes et qui permet donc d'automatiser certains comportements. Bergson, paradoxalement, renverse totalement son raisonnement en portant le regard vers des théories tout à fait contradictoires qui voudraient que le devoir soit avant tout quelque chose d'ordre conscient qui s'enracine dans une réflexion du sujet éprouvant un cas de conscience. Ok. Bon, je l'ai improvisé, c'est pas forcément très élégant, mais tu vois l'idée. En gros, là, tu dois juste dire, ben, qu'est-ce qui se passe, Bergson, pourquoi tu passes de l'option A à l'option B sans prévenir? Ok. C'est ça ta transition. Donc là, la transition, elle est massue, elle est évidente. Ok. Il y a vraiment un renversement dans la réflexion. Il y a un twist. Ok? Oui. Pas d'autres questions? Non, c'est bon. Bon, très bien. Alors, du coup, j'interromps ici le live. Enfin, c'est pas vraiment un live d'ailleurs, mais peu importe. Et je vous tiens au courant pour la suite. J'ai été assez absent ces derniers temps des réseaux et de Hachan. Bon, j'ai eu un certain nombre de complications tout à fait personnelles qui m'ont totalement accaparé l'esprit pour le coup. Mais je compte bien revenir des réchefs pour me rattraper un petit peu. Ça fait longtemps que je veux faire des lives de français. Donc ça, j'enverrai une petite campagne de publicité pour recruter des élèves intéressés. Mais pour le reste, je vais poursuivre en philo avec l'art. Donc je vous recommande à tous mes petits lives et n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Et d'ici là, moi, je vous dis une très bonne année. Passez de joyeuses fêtes, profitez-en bien. Et très bientôt, on pourra enfin voir derrière nous ce 2020 infernal, en espérant que la troisième vague soit plus ou moins calme. Voilà. Emma, je te dis bonne soirée et à tous, bonsoir.